quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Votre enfant pleure tous les matins avant d'aller à l'école, il pleure ou elle pleure tous les soirs lorsqu'il faut aller se coucher, ou alors un non de votre part et c'est encore une crise de larmes. Qui ne s'est jamais senti perplexe, voire complètement perdu devant là où les raisons éventuelles de ces larmes de tristesse, de colère ou bien de fatigue? Comment discerner au fond, à l'heure où les uns conseillent de laisser pleurer, les autres d'aller chercher avec l'enfant les origines de ses pleurs? Faut-il toujours s'inquiéter quand mon enfant pleure souvent? Réflexion aujourd'hui avec mes 3 invités et surtout pistes et solutions, je l'espère, avec mes invités dans cette émission Quête de sens. Et j'ai la grande joie de recevoir, pour commencer, Charlotte Wiltz. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous voir revenir dans cette émission. Vous êtes coach certifié spécialisé dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. C'est votre dada. Vous avez notamment écrit Itinéraire d'une hypersensible et puis le petit dernier, harcèlement, comment conjuguer l'hypersensibilité avec... quand on est harcelé, c'est encore moins facile de subir le harcèlement et c'est surtout plus souvent des enfants hypersensibles qui sont harcelés. C'est ce que vous nous racontiez la dernière fois que vous êtes venu ici dans cette émission, un ouvrage paru aux éditions Le Duc, toujours évidemment. Nous sommes également en compagnie de Marie-Audrey Boisard. Bonjour Marie-Audrey. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes coach parental, thérapeute, vous animez un podcast de la femme à la mère, vous œuvrez dans le 92. Et enfin, nous sommes en ligne avec la grande, faut-il la présenter, Isabelle Fillosa. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous entendre, ravie de vous recevoir. Vous êtes auteur, psychothérapeute, conférencière. Vous avez publié de très très nombreux ouvrages évidemment sur l'éducation. Vous êtes un petit peu, on dit que vous êtes la papesse de l'éducation positive. Mais attention, la vraie, ni laxisme ni violence. Les clés de l'éducation positive, éduquer, tout ce qu'il faut savoir. Voilà votre dernier ouvrage paru chez Robert Laffont. Alors effectivement... il y a vraiment quelque chose de très compliqué. Je parle aussi en tant que témoin aujourd'hui puisque j'ai une petite fille de 3 ans et demi à la maison et c'est vrai qu'on est perpétuellement... Alors, on a plein d'outils, nous disent nos anciens, nos parents. Vous avez de la chance à votre époque, vous avez plein d'outils. Oui, mais il y a 2 écoles. Il y a celle qui vous dit il faut mettre les enfants au coin, il faut les punir. Et puis, vous avez Isabelle Fillosa qui dit non, il faut aller comprendre, il faut faire les choses intelligemment, suivre son bon sens. Isabelle Fillosa, on est un petit peu perdu. Ça, vous pouvez pas le nier quand même. Hein. Je ne nie pas qu'on soit perdu, mais par contre, je n'ai jamais dit il faut quoi que ce soit. D'accord. Et donc, c'est vraiment déjà une des premières choses qu'on a besoin de questionner. C'est pour quelles raisons on se met tous ces il faut, on doit. Et non, il n'y a pas de il faut. Après, la solution, il n'y a pas la solution, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une école. Il y a une façon d'être. Qu'est-ce que j'ai envie de tisser comme relation avec mon enfant ? Et si notre conjoint nous disait « j'en ai marre que tu pleures, j'ai pas du tout envie d'écouter ce qui se passe pour toi », ça nous plairait pas des masses. Donc un enfant, c'est un être humain aussi, c'est un être sensible et c'est un être qui a des droits. Et un des droits de l'enfant, c'est d'être entendu dans ses émotions. C'est la loi française. Ouais. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui, question qui va vous paraître complètement idiote, je ferai évidemment la suite du tour de table avec nos 2 invités, pleurent plus qu'avant, Isabelle Fillosa, en règle générale, ou est-ce que c'est une question complètement absurde que je suis en train de vous poser ? Ah non, c'est pas une question absurde, pas du tout, Marie-Ange, c'est une question vraiment centrale parce que c'est une des raisons pour lesquelles les parents d'aujourd'hui ne s'en sortent pas. Ce n'est pas parce qu'il y aurait plusieurs voix et compagnie et qu'ils savent pas trop faire, c'est que en fait, c'est vraiment devenu très très difficile de réagir parce qu'il n'y a pas que les émotions qui font pleurer les enfants. Il y a une quantité de stress absolument phénoménale aujourd'hui, oui. Et les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et s'ils pleurent davantage, c'est aussi, je vais peut-être vous surprendre à mon tour, c'est qu'ils n'ont quasiment plus suffisamment, en tout cas nettement moins, de tonus musculaire. Wow. Pour pouvoir réagir, maîtriser ses émotions, pour pouvoir... on a besoin de se tenir. Les émotions, c'est dans le corps. Ouais. Et aujourd'hui, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiaque. 25%. C'est phénoménal. En 40 ans, c'est la
fondation de cardiologie qui le dit. Donc, et pas seulement les problèmes cardiaques, c'est tous les muscles des enfants qui sont nettement moins forts, nettement moins solides. Ouais. Les profs d'EPS se plaignent, ils ne montent plus à la corde, ils sont soit hyperactifs, soit mous, mais en tout cas, ils n'ont plus un tonus musculaire qui leur permet de se tenir, d'être attentifs. Ils n'ont plus le tonus musculaire, surtout pour contenir leurs émotions. Et du coup, ça part en vrille à n'importe quel instant. Non, les enfants d'aujourd'hui font des crises de rage, des crises de colère, des crises de pleurs, différentes crises, beaucoup plus que quand j'avais mes enfants. Ouais. Donc, ne serait-ce qu'il y a quelques 10 ans. Et pour ça, il y a de nombreuses raisons. Mais c'est vrai. Ouais, on va en parler, c'est pas tout à fait passionnant. Voilà, de vous entendre, Isabelle Feyoza. Marie-Audrey Boisard, Charlotte Wills, Marie-Audrey, cela vous étonne, vous surprend, corrobore un peu ce que vous pensez, ce que vous observez aussi au quotidien. Ce qui remonte à vos oreilles de la part des mamans éventuellement ou des papas, des parents qui viennent vous voir. Voilà. Pas du tout, parce que moi au cabinet en ce moment j'ai que ça. D'accord. J'ai que des parents qui disent j'en peux plus parce que mon enfant a plein de colère, j'en peux plus parce que c'est le drame le soir pour aller se coucher. C'est compliqué, j'ai plus de soirée à moi, j'ai plus de soirée de couple, en plus soit j'ai le deuxième ou le troisième qui est là aussi, qui a un bébé. Donc non, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur parce qu'il y a, comme disait Isabelle, il y a plein d'éléments qui fait que le soir, il y a aussi la décharge émotionnelle, mais pas que. Il y a beaucoup aussi de stress parce que c'est timé le soir, le tunnel du soir, il est réel et qu'il est de plus en plus court. Parce que nos enfants doivent aller se coucher, soi-disant pour leur bien-être, vers 20h, 20h30. Ouais, on est d'accord. Ça va très vite. Hein. Exactement. Et puis, si on va le récupérer à 18h30, à 18h45, 19h, on est à la maison, il faut faire à manger. Et puis, il est où, en fait, la relation, le temps ensemble ? On est tout le temps en train de courir. Et cette course au temps, eh bien, ça on amène... exactement. Finalement. Ouais. Parce qu'eux, ils n'ont pas de notion du temps, en fait. Ouais. Pas de conscience de les petits, et puis surtout à cet âge-là, 3-4 ans, est-ce que dîner, manger, goûter, il n'y a pas vraiment de notion. Hein. Donc oui. L'heure est grave, Charlotte Wills. Ouh là là. On a l'impression que c'est quand même compliqué d'élever des enfants, à peu près, juste normalement en fait, dans cette époque complètement où tout va à 3000 à l'heure, où tout. J'ai envie de dire la prise de conscience est importante et donc du coup ça peut être le point de départ pour tenter de faire autrement. Dans cette idée que oui, effectivement, il y a quand on est parent et ça va dépendre du travail et de l'emploi du temps et de la manière de garde des enfants, mais en fait, ces enfants-là aussi font des crises, expriment des émotions aussi parce que finalement, ils sont dans cet emploi du temps des parents totalement où tout est timé, où tout est stressé. Un enfant, il a d'abord besoin de jouer, de courir, de rire, voilà. Et donc, effectivement, il a assez peu de temps à ça. Donc, c'est potentiellement sa manière d'exprimer une forme de refus de toutes ces contraintes-là qu'on leur impose. Donc oui, la situation est un peu catastrophique, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est possible de faire autrement et d'en prendre d'abord conscience et de tenter déjà de travailler à travers la relation. Et avant même, parce que parfois, des fois, il y a des personnes qui viennent et qui me disent « Ah, mais comment je peux faire ?» etc. Et parfois, c'est de lâcher certaines obligations, de lâcher certaines contraintes, mais de lâcher pour prioriser la relation. Que c'est OK, que le ménage soit pas impeccable chez soi, etc., etc. Alors, justement, je fais un lien avec, je crois, ce qu'écrit Isabelle Feyoza dans son livre, c'est que, alors ça m'a marqué, l'histoire des bonbons Isabelle Feyoza,
qu'en fait, un enfant qui réclame, qui fait des crises de colère parce qu'il n'a pas son tour de manège ou ses bonbons, c'est qu'en fait, ça traduit non pas qu'il a envie et que c'est le vice qui parle, pas du tout. C'est qu'en fait, je résume un peu à ma façon, c'est une crise de confiance. Isabelle Fillosa, c'est d'une puissance que vous écrivez et ça me paraît limpide. Alors, chacun pense ce qu'il veut, mais là, je parle en tant que maman, encore une fois. Mais ça me paraît évident ce que vous écrivez, mais c'est pas évident à entendre dans un premier temps de prendre conscience de cela, en fait. Oui, c'est ça. En fait, vous faites référence à l'idée que si l'enfant pleure devant vous, c'est parce qu'il a confiance en vous, c'est ça? Vous disiez que, vous disiez au contraire que par exemple le fait de réclamer, de faire une crise de colère pour avoir des bonbons ou pour avoir un tour de manège, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans le lien de confiance avec les parents qui va mal. Il y a un mal-être. Oui, en fait, c'est surtout l'expression du fait que quand l'enfant assez systématiquement, voilà, il crise pour ceci, pour cela, c'est probablement déjà qu'il y a une accumulation de stress. Et lorsque il ne respecte pas votre autorité, c'est que justement vous manquez d'autorité. Et quelquefois, on pense que l'autorité, c'est l'autoritarisme. En fait, on fait la confusion entre autoritarisme et autorité. En réalité, chaque fois qu'on punit un enfant, chaque fois qu'on le menace, chaque fois qu'on ne prend pas soin de la relation, on perd la confiance de l'enfant et du coup, il ne peut plus, il n'est pas en mesure de respecter notre autorité. En fait, la véritable autorité, elle repose sur la confiance que l'enfant fait aux parents parce qu'il sent que son parent est résolument à son côté. Et j'aime beaucoup ce que vient de nous dire Charlotte Wills, parce que c'est vrai, c'est important de cultiver la relation et plutôt que le faire. On veut faire ceci, cela aux enfants, nous on veut faire ceci, cela, mais voilà, stop au faire et cultivons davantage la relation. Plus on va être dans une relation de confiance, plus l'enfant va avoir confiance en nous, sentir qu'on est radicalement à son côté, que s'il se passe quelque chose pour nous qui nous déborde, eh bien le parent va être à l'écoute et vraiment nous aider à traverser ce qu'on est en train de traverser. Eh bien du coup, il va pouvoir s'apaiser davantage et on sera surpris parce qu'en fait c'est ça qui se passe, que quand on entre dans une parentalité, parce que c'est pas la parentalité positive, en fait c'est une parentalité positive. Il y a toutes sortes de formes de parentalité dans une parentalité positive. Une parentalité positive, ça veut juste dire qu'elle respecte les besoins des enfants et des parents et qu'elle est ni violente ni laxiste. Donc c'est tout un ensemble. Tout un art, hein. Mais c'est simplement, moi en tant que parent, je peux être une figure d'autorité. Et une figure d'autorité, c'est en réalité une figure d'attachement solide. Et quand on a un enfant qui veut sans arrêt des bonbons, etc., en réalité, il ne veut pas des bonbons. En réalité, il veut de la relation. En réalité, il veut qu'on s'occupe de lui. Et juste, si on peut avoir cette idée-là, au lieu de penser que nos enfants veulent... Ils sont trop petits pour pouvoir dire « là, je suis en carence relationnelle ». Donc, ils disent « bon, il me faut un bonbon ». Et ils sachent que le bonbon, là, ça permet, c'est un média, maman va me le donner ou pas me le donner, etc. Enfin, bon, bref. Donc, un moyen de pression, finalement. Oui, donc sortons de l'idée qu'ils veulent plus de vidéos, plus de films, plus... Non, en fait, si à partir du moment où ils sont en train de redemander, c'est probablement que ce qu'ils cherchent en réalité, c'est de la confiance. Ce qu'ils cherchent en réalité, c'est de la relation. Donc quand j'envoie ma fille dans sa chambre, juste pour se calmer, même sans... c'est pas bon de faire... ça ne sert à rien, très sincèrement, Isabelle Fillosa. Vous avez le droit de me gronder, hein, parce que voilà, je suis toute oui. Je vais pas vous gronder, puisque justement, ce serait pas de la parentalité positive. Et donc, ce qui est important, c'est surtout de savoir, vous le faites pour quelle raison? Vous le faites parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous n'avez plus d'options, vous ne savez plus quoi faire. Exact, Parce que, en fait, c'est pas ce qu'on veut faire. Mais si on se dit le plus important, c'est la relation, et donc ce que j'ai à faire là tout de suite, c'est rien à faire de spécial, juste à établir une autre relation avec mon enfant. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelque chose qui coince dans notre relation. Votre conjoint, vous ne l'envoyez pas dans sa chambre quand il y a quelque chose qui coince dans la relation. Vous prenez soin de lui et vous prenez soin de la relation. Donc c'est pareil avec un enfant, et ce qui est vraiment fondamental, c'est de prendre soin de la relation. L'exclusion, on le sait, les études vraiment sont absolument nettes là-dessus. L'exclusion ne permet pas à l'enfant d'apprendre un meilleur
meilleur comportement et ça casse la relation la plupart du temps. Et surtout, les enfants construisent un défaut de confiance en eux de plus en plus important. Nous sommes des êtres sociaux, donc nous avons absolument besoin de la relation à autrui. Mais c'est pour ça que ça marche, en fait, de l'envoyer l'enfant dans sa chambre. Enfin, ça marche pour obtenir de l'enfant soumission, pour obtenir de l'enfant qu'il fasse ce qu'on lui demande. Donc oui, bien sûr que ça fonctionne, mais c'est parce que ça fonctionne de manière nocive en quelque sorte que nous ne devons pas utiliser ça et que nous devons faire preuve d'un peu plus de créativité et surtout réorienter. Le problème n'est pas le comportement de l'enfant. Le problème, c'est quelle relation j'établis avec mon enfant. Parce que quand la relation est bonne, alors le comportement de l'enfant, il s'apaise. Et on comprendra pour quelle raison il est comme ci, pour quelle raison il est justement, comme je ça. brûle d'impatience de le savoir. Marie-Audrey Boisard, avant qu'on rentre dans évidemment, les auditeurs brûlent d'impatience, évidemment, d'avoir plusieurs options, au moins de se situer un petit peu dans l'océan des possibilités, parce que parfois, c'est vrai qu'on envoie dans sa chambre parce qu'il faut se donner une contenance et qu'il faut rompre cette espèce d'engrenage. Vous voyez, quand l'enfant monte en gamme, vous voyez tous autour de la table ce que ça peut donner. Qui plus est quand on est dans un appartement, qu'il y a des voisins, qu'on a honte, etc., etc., etc. On ne cachera rien dans cette émission. Mais Marie-Audrey Boisard, vous êtes d'accord sur l'impact sur nos petits êtres chouchous, qui sont parfois pas si chouchous que ça, voilà, quand ils partent dans des crises pas possibles. L'exclusion, c'est nuisible. Hein. L'exclusion est nuisible. Oui, on le voit au cabinet que complètement, c'est quoi la relation ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On fait quoi dans un premier temps ? Eh bien, en fait, déjà, c'est reprendre sur... C'est pas leur comportement qui me dérange, mais c'est l'émotion que ça dégage, que je n'arrive pas à gérer, à recevoir en moi. C'est-à-dire que quand quelqu'un pleure, eh ben, ça me chagrine à l'intérieur. Je sais pas trop comment gérer les pleurs de l'autre. Et puis peut-être que finalement, cette sensibilité, cette pleure va me faire en sorte sentir quelque chose qui me dise « Ah bah tiens... j'ai pas envie de voir que je suis triste aussi à l'intérieur. » Ou que je suis agacée aussi. Ou que je suis agacée, ou je suis stressée. Après, là, vous l'avez dit, en fait, c'est vraiment une pelote de laine qu'il va falloir détricoter au fur et à mesure. Et en fait, la relation va primer sur le comportement. Au lieu d'aller envoyer, s'écarter peut-être l'enfant, peut-être que moi, je vais prendre un instant pour moi gérer mon stress, mes émotions à l'intérieur, et dire « Ok, là, je suis pas apte à transmettre des outils à mon enfant. » tout de suite maintenant parce qu'il ne sait pas faire. Tout seul, il ne sait pas faire, comme le disait Isabelle. Il ne sait pas faire. Moi, mon job de parent, c'est de lui transmettre des outils à comment réguler cette frustration, ces pleurs. Alors, par exemple, prenons le cas du bonbon, par exemple. Parce que ça, c'est l'exemple facile que tout le monde peut comprendre. On va aller chercher pourquoi il y a cette demande. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'art ? Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps ? Je ne vais pas chercher pourquoi. Je vais juste lui dire... Je veux ce bonbon aussi. Tu veux ce bonbon et je comprends que finalement, tu as très envie de goûter ce bonbon parce que encore un bonbon qui est tel sucre, tel truc ou machin. Mais malheureusement, maman, elle a dit que c'était terminé. Je te l'avais dit en amont. Un bonbon et c'est fini. Maintenant, viens et après, on va proposer autre chose. Parce qu'effectivement, en fait, le bonbon, il fait quoi dans le cerveau ? Proposer autre chose. Et oui, c'est toujours pareil. C'est à partir du moment où, en fait, ça va répondre à une certaine hormone, le sucre, les écrans, la relation, etc. Il va avoir après une chute d'hormones et donc un manque. Donc après, comment je sevre, en fait, ce manque-là à l'intérieur du corps humain. Et ça, c'est du boulot. Comme des enfants, cœur de pirate. À tout de suite, les amis. Comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner, car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement, car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main
Il m'aime encore, et toi tu m'aimes pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Et malgré ça il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Et malgré ça il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Et malgré ça il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Et malgré ça il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort. Voilà, comme des enfants. Faut-il toujours s'inquiéter comme on en pleure souvent? Mon enfant pleure souvent, étant donné qu'il pleure. Et oui, de plus en plus, avec dans cet environnement de stress, de pollution, à la fois alimentaire, à la fois environnementale, et puis dans une vie où on court tous, on est tous ultra, presque agressifs, hein, tellement on est stressé. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais les enfants, si, puisque ce sont des éponges. Voilà. Isabelle Fioza est avec nous. Elle qui a écrit ce dernier ouvrage, parmi d'autres évidemment, Éduquer tout ce qu'il faut savoir, chez Robert Laffont, autour de l'éducation positive, la vraie. Marie-Audrey Boisard, coach parental et thérapeute, et son podcast De la femme à la mère. Et Charlotte Wills, harcèlement hypersensible en situation de harcèlement, c'est son dernier ouvrage, elle qui est une spécialiste de l'hypersensibilité, aux éditions Le Duc. Effectivement, Charlotte Wills, vous me le disiez, avec cette métaphore très intéressante, en reprenant mon petit exemple personnel autour de ma fille que j'envoie dans sa chambre quand elle fait un peu n'importe quoi, et qu'elle recommence devant mon nez, et qu'elle récidive pour me montrer qu'elle est, en fait, en général, ce que je disais, c'est quand je sais qu'elle est fatiguée, ça marche parce qu'elle le fait pas forcément hyper souvent, mais bon, voilà. Mais vous me disiez que c'était comme ranger un salon de jardin quand la tempête arrive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces fameuses crises des enfants qu'on voudrait calmer, qu'on voudrait apaiser, qu'on voudrait qu'ils s'arrêtent tout de suite. En fait, d'une certaine manière, c'est un peu comme vouloir ranger un salon de jardin alors qu'il y a une tempête qui arrive. Et cette tempête, c'est donc la crise. Vouloir ranger, c'est vouloir qu'ils se calment. Donc, on ne va pas pouvoir leur demander de se calmer alors qu'ils sont en pleine tempête. Ils sont submergés. Et il faut savoir qu'à 3 ans et demi, ils n'ont pas du tout la maturité pour pouvoir gérer leurs propres émotions. Donc, c'est très important à la fois d'être présent mais solide à côté. Pas évident tout ce que vous dites là. Présent mais solide sur les appuis. Sur votre intériorité, c'est présent pendant que l'enfant fait ça, sans vouloir qu'il se calme sur l'instant T, mais c'est parce qu'il va sentir aussi votre présence et votre solidité en vous mettant à sa hauteur, simplement en ayant un contact de toucher, de peau à peau, de sa main, intéressant, vous ne l'avez pas dit ça tout à l'heure. Voilà, simplement, et simplement d'être là, parce que c'est ce contact, cette présence, cette sérénité que vous allez pouvoir, en étant à côté, qui va à ce moment-là faire que les choses vont s'apaiser, mais sans qu'il y ait de contrôle sur ni elle-même sur ses propres émotions, ni nous sur les propres émotions de l'enfant, mais c'est cette simple présence, ce contact de peau à peau qui fait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et s'il y a trop de colère, parce que c'est de la colère, à ce moment-là, et qu'elle ne veut pas que vous vous approchiez, c'est d'être dans la pièce, à un endroit, par respect, en respectant la distance qu'elle tolère, mais en étant vous-même plutôt calme, et pour qu'elle
elle puisse du coup s'apaiser. Et est-ce qu'on dit quelque chose, Isabelle Feyoza, dans cette attitude, si tant est que vous soyez d'accord avec ce que raconte Charlotte? Ah, je suis 100% d'accord, tout à fait, 100% d'accord. Et en fait, dire quelque chose, si ça peut nous aider, nous, éventuellement, mais ça ne sera pas entendu, parce que, comme Charlotte Wills l'a très bien dit, à ce moment-là, c'est la tempête dans le cerveau. Vous ne pouvez pas à la fois avoir une tempête dans le cerveau et être attentif aux mots qui sont prononcés. Donc, on ne commence à parler que quand ça redescend et que l'enfant a suffisamment géré, il revient un peu au contact de ses possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Exactement, on attend et on gère ses propres émotions, parce que comme le disait très bien Marie-Audrey Boisard tout à l'heure, c'est pas trop en fait le comportement de l'enfant. Pourquoi ça nous exaspère? Pourquoi en fait, c'est parce que ça rebondit à l'intérieur de nous. Probablement nous, personne ne nous a permis de pouvoir exprimer nos émotions. Donc les émotions de nos enfants nous terrifient, ça nous remue à l'intérieur, on se sent impuissant. Et c'est pour ça que quand on se sent tellement impuissant, on se dit la seule chose, je peux l'envoyer dans sa chambre, au moins je fais quelque chose. Et du coup, je punis, je fais quelque chose. Je récupère un peu de sentiment de puissance. Ouais, exactement. Donc, dans un premier temps, je m'occupe de moi. Ouais. C'est comme dans un avion, avant de s'occuper de mettre le masque à oxygène sur le visage de l'enfant, on le dit, il faut d'abord se le mettre à soi-même. Ouais. Donc, d'abord, moi, je me tranquillise, je récupère. Et le simple fait, moi, de respirer tranquillement, de m'ancrer, être vraiment là avec moi-même, ça va déjà apaiser l'enfant, parce qu'en fait, nos enfants sont en permanence en train de scanner l'environnement pour voir est-ce que je suis en sécurité ou je suis pas en sécurité. Si le parent est stressé, l'enfant le ressent, même si le parent fait un sourire mais qu'il est stressé à l'intérieur, l'enfant le ressent. Il diminue ses mouvements, il se met sous stress. Ouais. Donc notre cerveau, nos rythmes physiologiques impactent les rythmes physiologiques de l'enfant. Donc dans un premier temps, je me tranquillise à l'intérieur, je m'enracine et je m'ancre dans l'amour pour mon enfant. Et moi, j'ajoute même l'admiration. Quand on est dans l'admiration pour notre enfant, ça nous aide à sortir de cette position dominante, dominatrice, où on veut avoir le contrôle. Voilà, Charlotte nous l'a dit, à 3 ans et demi, il n'a pas le contrôle sur son comportement, il n'a pas le contrôle sur ses émotions. C'est pas la peine. Moi, normalement, l'adulte, je devrais être au contrôle. Théoriquement, je devrais pouvoir ne pas me partir moi aussi en colère et compagnie, et trouver. Donc, je trouve ma sécurité à l'intérieur, et après, par contagion, je m'approche de l'enfant et je lui permets de se rapprocher de moi. En fait, je lui fournis la sécurité dont il a besoin pour pouvoir se sentir mieux. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ensuite qu'est-ce qui va s'échanger, parce que s'il sent, par exemple, qu'il y a des tensions, alors soit dans le couple, ça peut être ça, parce qu'on a mille raisons de pas être bien, de pas être, voilà, ça s'appelle la vie, hein. C'est-à-dire, je suis désolée, mais je pense que voilà, je ne suis pas une sainte, On a tous des petits stress, on a tous des tempéraments en plus. Et puis voilà, le couple parental, alors quand on est séparé, quand on n'est pas séparé. Enfin bref, la vie, et c'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez bien, mesdames. Est-ce qu'il faut, parce qu'il y en a certaines personnes, certains experts qui disent il faut parler à l'enfant, lui dire mais c'est pas toi le problème, c'est je sais pas quoi. Marie-Audrey Boisard, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas toi le problème. Non, c'est pas toi le problème. Alors, je suis d'accord c'est la vie et que on est des êtres humains et qu'on a appris à normalement parler et à communiquer entre nous. Et donc la première chose, c'est de parler, mais de parler de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que là, j'ai beau être stressée, je suis rentrée de ma journée de folie. Ok, eh bien, comment je suis? Quand on se dit bonjour, quand on dit comment t'as passé qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Peut-être de dire, tu sais, surtout à 3 ans et demi, de dire, tu sais, est-ce que tu veux savoir ce que j'ai fait moi dans ma journée? De lui dire, alors elle va dire oui ou non. Et puis après, elle va dire petit à petit, de dire, moi j'ai fait ça. Et moi j'ai fait de la radio. J'ai fait une émission sur les pleurs des enfants, etc. Et voilà. Et en fait, c'est génial parce que l'enfant, naturellement, va dire, ok, donc c'est pareil comme les émotions. Elle s'autorise à me dire comment elle fait à l'intérieur, à me dire comment elle fait sa journée. Et donc, naturellement, l'enfant va dire, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il y a un truc, c'est qu'on adapte le discours en fonction de l'âge de l'enfant. Et on parle toujours de soi. Qu'est-ce qui m'énerve? C'est pas le comportement de l'enfant, c'est comment ça réagit à l'intérieur de moi.
Et que moi, comment je régule ça? Et comment j'apprends à l'enfant à trouver des outils, à lui montrer les outils, comment je fais, moi. Isabelle Fillosa, quand on n'est pas experte comme vous trois, il y a des choses, on ne peut pas tout dire non plus à son enfant, on est bien d'accord, il y a une façon de... Enfin, il y a aussi bon sens. On peut probablement tout dire, et c'est ce que Françoise Dolto nous disait, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle disait, mais pour ça c'est vrai, mais avec cette pondération que souligne Marie-Audrey Auboisard, c'est que c'est vraiment important qu'on s'adapte au langage de l'enfant. Mais on va quand même aussi écouter l'enfant. Et du coup, on peut lui demander et lui dire, parce que vous parliez de tensions dans le couple, etc. Donc, si on est conscient qu'il y a des tensions dans le couple, que c'est difficile pour l'enfant, etc., et que la quantité de pleurs a vraiment notablement augmenté depuis qu'on est en tension dans notre couple, donc on va demander à l'enfant, on va lui dire, j'ai l'impression que tu perçois, donc on s'adapte à son âge, que ça va pas trop entre papa et moi, entre ton papa et moi, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur, c'est-à-dire qu'avant de faire des grands discours, on va d'abord vérifier là où en est l'enfant, qu'est-ce que lui il se dit. Donc, en premier, j'écoute. Mais effectivement, une fois que l'enfant a fini la crise, c'est pas la peine de parler au milieu de la crise, il n'entend pas. Mais une fois qu'il a fini la crise, on va prendre un moment tranquille et on va dire quand même en ce moment, tu pleures beaucoup et je me dis que peut-être c'est parce que c'est difficile pour toi. Alors c'est difficile à l'école ou c'est difficile entre papa et maman ou c'est difficile chez ta grand-mère. Bref, on a quand même un peu de contexte en général, on sait à peu près. Et donc on oriente l'enfant là-dessus et après on lui permet qu'est-ce que ça te fait. Et donc, on va écouter. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? Et qu'est-ce que, du coup, tu as envie de faire? Qu'est-ce que ça change dans ton corps? Donc, on interroge ces trois dimensions et on laisse l'enfant parler. Et à ce moment-là, on peut parler. Mais bien sûr qu'on va parler de la maladie, on va parler de la mort, on va parler du divorce, on va parler de la naissance d'un autre enfant, on va parler sans phare, mais en étant attentif à ce que l'enfant peut comprendre. On ne dit pas trop de choses, on dit une petite chose suite aux questions de l'enfant, on voit comment il le digère. Ça te fait quoi quand je te dis ça? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Et qu'est-ce que tu te dis? Et de quoi tu as besoin? Et comme ça, on progresse petit à petit. Et tout un art, effectivement. Charlotte, vous partagez cette démarche. C'est une vraie démarche. Oui, tout à fait. C'est exactement comme dit Isabelle Fillosa. C'est cette capacité à écouter l'enfant à la fois dans son comportement et à la fois dans ce qu'il se dit, mais aussi dans ce qu'il ressent. Et du coup, c'est une sorte d'alternance entre ce qu'il pense et ce qu'il ressent dans son cœur, dans son corps. Ces émotions, c'est effectivement physiologique et donc du coup, c'est à la fois dans son cœur et dans son corps. Donc, oui, alors ces enfants... On va les questionner pour savoir ce qui, parfois, ils peuvent même... Ça peut être aussi des choses qui sont même pas forcément à la maison, parce que très souvent, on est un peu leur centre du monde, mais on se rend pas compte qu'ils ont aussi toute une vie à l'école, à la crèche. En effet. Et que parfois, vous savez, repenser à ce film extraordinaire où c'est ce petit garçon, ce petit garçon où, en fait, il a perdu sa maman et le beau papa pense que c'est parce qu'il a perdu sa maman, mais en fait, non, c'est parce qu'à l'école, il est amoureux. Qu'est-ce que c'est que ce film? En tout cas, c'est intéressant. Oui, je vous le retrouverai. Et donc, du coup, ils ont une vie aussi à l'extérieur. Il n'y a pas que la maison. On a l'impression... Ne pas hésiter à questionner aussi cela. Oui, par exemple, effectivement, un petit enfant qui est harcelé, très souvent, on voit qu'un enfant qui est en situation de harcèlement, il ne veut pas contrarier ses parents. Il ne veut pas en parler. Donc, il vit des choses aussi à l'extérieur. Donc, effectivement, comme le dit Isabelle Fillosa, de poser des questions. Je vois qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire? Et puis, on va en parler peut-être
peut-être après, on en a parlé tout au début de l'émission avec vous, Isabelle Fioza, il y a aussi les critères, les fameux critères, la fatigue. Alors franchement, la fatigue, même nous, je veux dire les adultes, alors on pleure. Alors je dis pas qu'on va jusqu'à pleurer, enfin, et quoique, Des fois. mais on est beaucoup plus agréé. Parfois on se reconnaît même pas, quoi, quand on dort pas bien, etc. Et les enfants, n'en parlons même pas. On en parlera, si vous le permettez, juste après Rain and Tears, Aphrodite's Child sur Radio Notre-Dame. RCF, à tout de suite. Et nous sommes toujours sur Radio Notre-Dame et RCF. Dans cette émission, faut-il toujours s'inquiéter quand vos enfants, quand mon enfant pleure souvent? Eh bien, pas forcément des raisons de s'inquiéter, en tout cas de se comporter. Oui, ça oui, Isabelle Fioza est avec nous. Et son dernier livre, Éduquer tout ce qu'il faut savoir autour de l'éducation positive chez Robert Laffont, Marie-Audrey Boisard, qui est coach parental et thérapeute, et Charlotte Wills, coach certifiée, qui a de son côté publié dernièrement Hypersensible en situation de harcèlement aux éditions Le Duc. Et effectivement, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir, voilà, Isabelle a répondu un petit peu à la question, voilà, comment, dans la démarche de ne pas punir son enfant, de ne pas s'en débarrasser de ça, de façon de ne pas l'exclure. Voilà, on n'est pas obligé de parler tout de suite, d'attendre que la tempête se termine, et puis d'échanger avec l'enfant à sa hauteur, évidemment. Marie-Audrey Boisard, quand ça se répète, eh bien, essayer de comprendre aussi ce qu'on vit dans son couple, ce que vit l'enfant, les déménagements, les enfants à naître, etc. Tout ça, ça s'appelle la vie. Alors, quand on en a qu'un, évidemment, on peut se poser la question pour quand on en a plusieurs, c'est pas forcément
évident. Vous en avez qui viennent vous voir et qui ont plusieurs enfants qui hurlent. Alors là, oui, c'est pas évident, mais la vie, elle est pas évidente. Hein. Ah bah, merci de me le rappeler, comme je l'avais oublié. mais en fait, c'est qu'aussi nos enfants, 3-4 ans, les émotions, ça commence à devenir normal pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des dessins animés, il y a plein de livres, alors que nous, à notre époque, on n'avait pas tout ça. Donc en fait, eux, ils deviennent presque experts de toutes ces émotions, auxquelles moi, je suis pas expert parce que quand j'étais petit, ça dépend dans quelle famille j'étais, mais peut-être qu'on n'a jamais parlé d'émotions. Et puis en plus, je dois apprendre à mon enfant comment l'outiller, lui donner des outils, comment faire en réel, parce que sur les émotions, on peut pas mettre pause. Hein. En effet. Dire pause, attends, je réfléchis, et je reviens dans 2 secondes, etc. Alors, on peut réparer, on peut revenir sur un sujet, oui, mais quand on est dans la vie, sur le moment présent, on y va, quoi. Ouais, c'est intéressant. Isabelle Fioza, vous avez, j'imagine qu'il y a plein de parents qui vous disent oui, mais c'est facile à dire, qu'effectivement, quand dans une situation parfaite, l'enfant s'arrête de pleurer, et c'est merveilleux, etc. Est-ce que vous avez quand même j'imagine qu'il y en a plein des résultats, ça marche à tous les coups, voilà, pardon, je vous posais la question de biais, mais j'y vais finalement de fond. Est-ce que votre méthode marche à tous les coups? Est-ce que ça marche à tous les coups? Ce que vous dites toutes les trois. Ça n'est pas une méthode et l'objectif n'est pas que ça marche. D'accord. En fait. Donc rien que l'idée qu'il faut que ça marche, c'est déjà perdu. D'accord. Parce qu'on n'est pas dans une dynamique où on veut que quelque chose marche et on veut une recette pour qu'il arrête de pleurer. Ça a été dit déjà dans cette émission. Oui. L'objectif n'est pas d'arrêter de pleurer ou de continuer à pleurer. L'objectif, il est de quelle relation je veux tisser. Oui. Là encore, je vais vous projeter avec votre conjoint ou avec n'importe quelle relation adulte. Est-ce que vous aimeriez que la personne se dise « Ah, ça y est, ça a marché ». Elle pleure plus, elle ne crie plus, pas très respectueux, elle se plaint plus, etc. Ça a marché. Non, l'objectif n'est pas que ça marche dans le sens ça y est, elle s'est calmée. L'objectif n'est pas de calmer l'enfant. Quand l'enfant pleure, c'est l'expression de quelque chose. Alors, le pleur, c'est une expression de toutes les émotions. Hein. Il y a la tristesse, mais la colère, il y a la joie. On peut pleurer de joie, on pleure d'amour, on pleure dans toutes les émotions. C'est quand les émotions nous submergent complètement. Du coup, hop, ça sort par le pleur. Okay. Mais si ça exprime quelque chose, donc j'ai à entendre ce que ça exprime. Ouais, tout simplement. Donc oui, c'est possible. Mais parfois, on ne comprend pas. Et parfois, on ne comprend pas. Non, voilà. On ne comprend pas parce que peut-être que l'enfant est hypersensible. On sait de plus en plus de choses sur la neurodivergence, sur les enfants qui réagissent différemment. Parfois, nous ne pouvons pas comprendre. Parfois, il y a une carence. Parfois, l'enfant, on a parlé du manque de sommeil, de la fatigue, mais parfois, c'est juste un manque d'eau. Les enfants ne boivent pas assez et du coup, ils pleurent, ils se sentent mal dans leur corps. D'accord. Et du coup, c'est juste parce que, voilà, et donc lui donner un verre d'eau, ça va calmer le jeu. Donc, quelquefois, il y a un message et quelquefois, c'est un message du corps. Quelquefois, c'est un message psychologique. Quelquefois, c'est un message social. L'enfant vit du harcèlement ou quoi. Quelquefois, juste, il est hypersensible et le moindre petite chose, il peut avoir une étiquette qui le gratte, il peut avoir trop de bruit, il peut y avoir toutes sortes de choses. Nous avons il peut réagir à de la chimie dans l'environnement. Ah oui, ça vous le dites aussi. Une invitée récemment ici présente dans cette émission Quintessence évoquait le problème du sommeil de plus en plus croissant, chez nos enfants. Paraît-il que 75% des moins de 5 ans ne dorment pas assez. Isabelle Fioza, est-ce que vous partagez un petit peu cette vision, cette observation? L'observation, je ne la connaissais pas, mais oui, c'est un très gros problème. Et quand les enfants ne dorment pas, c'est toute une famille qui ne dort pas. Donc c'est un gros problème. Oui. Ouais. Mesdames, Charlotte Wilson, ça vous surprend ce chiffre? Non, ça me surprend pas tellement, effectivement. Je n'avais pas connaissance non plus, mais effectivement, probablement avec tout ce qui entoure l'enfant, les écrans, les jeux, toute cette possibilité de regarder des films, de rester. Moi, je trouve qu'il y a quand même un lien. Et puis, mesdames, ça me vient là comme une fulgurance, mais en vous entendant, je fais un lien avec cette émission que nous avions consacrée au sommeil des enfants, qui était fort passionnante. Et effectivement, l'experte disait qu'effectivement, il y avait là aussi un problème
comment peut-on dire, on se mettait plus à la place de nos enfants, ni à la hauteur. C'est-à-dire que les parents embarquent leurs enfants, leur font sauter les siestes, et hop, et on y va. Et ben ils ont qu'à s'adapter, et puis les enfants s'adaptent, et puis c'est comme ça. Et en fait, mais sauf que l'enfant est un enfant. L'enfant n'est pas un adulte, n'est pas un ado. Oui. Et on broie l'enfance. Allez-y, Isabelle. Oui, merci de le rappeler, c'est vraiment essentiel. Et nous ne mesurons pas ce qui se passe pour l'enfant. Déjà, on le prive de sommeil pour notre confort à nous, parce que c'est notre organisation et compagnie. Ouais. Et aussi pour toutes sortes de choses. Alors, quelquefois, c'est par gentillesse, en fait. L'enfant pleure, alors du coup, on lui rajoute une petite veilleuse dans sa chambre, et finalement, on l'empêche de dormir, parce que la moindre petite veilleuse dans la chambre d'un enfant va diminuer la profondeur de son sommeil, va altérer son sommeil, va perturber ses rythmes. Mais aujourd'hui, presque tous les gamins ont des petites lampes dans leur chambre. Et donc tout ça, ça perturbe. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas trop. Il y a la quantité de lumière bleue, d'écrans qui peuvent être allumés dans une pièce. Alors normalement, moins de 5 ans, ils ne devraient pas y accéder autant que ça. Mais il y en a tellement partout. Les lumières, quelquefois on va dans la salle de bain, souvent je rigolais en me disant ça, mais l'enfant est prêt à s'endormir, et hop, on va dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a un néon, il y a de la lumière, comme je sais pas quoi. Et c'est une lumière qui réveille et qui bloque la mélatonine, et hop, du coup, on est bon pour 1 heure de plus. Donc, on a vraiment besoin d'apprendre c'est quoi le sommeil, et au moins 1 heure avant le moment du coucher, on commence à baisser les lumières, tamiser, baisser les bruits, on arrête de faire du sport, on arrête de jouer dans tous les sens, on fait des choses plus tranquilles, plus calmes, on va vers le sommeil. Et les enfants n'ont pas du tout peur du noir. La plupart du temps, ils nous disent j'ai peur du noir, parce que ils ont vu que ça marchait, qu'on les croit, et du coup on fait un truc. Mais en réalité, ils ont peur d'être seuls, comme tous les humains. En fait, ils n'aiment pas être seuls. Aucun humain n'aime être seul. Dans la plupart des pays, et les gens dorment ensemble. Et voilà, donc c'est plus la solitude. Donc équiper les enfants, leur fournir davantage de sécurité, ça va vraiment les aider beaucoup plus que des petites lampes qui perturbent le sommeil sur le long terme. Ouais, c'est vrai qu'on peut. Alors ça, je sors un tout petit peu de l'émission, mais c'est vrai que les forums pleuvent effectivement de ce genre de témoignages. Le cododo cartonne de plus en plus. Alors je sais pas, apparemment on revient. Je savais pas du tout qu'autrefois c'est vrai qu'on dormait peut-être plus tous ensemble, mais dans nos cultures occidentales, en tout cas, de plus en plus revient cette culture du cododo, du je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, l'enfant qui dort jusqu'à 10 ans dans le lit parental. Alors moi je suis contre, mais bon, ça me regarde. À 10 ans quand même. Ah, je vous promets, si. Jusqu'à 10 ans, ça fait beaucoup. Oui. Non, en général, ça s'arrête vers 3 ans. Oui, bon. Mais c'est maintenant déjà conseillé dans le carnet de santé, et donc jusqu'à 6 mois, au moins 6 mois, il est conseillé d'avoir l'enfant dans sa chambre. Donc dans la chambre des parents, je veux dire. C'est vraiment important, parce que ça lui donne la sécurité dont pour après besoin, s'éloigner, etc. C'est ça. Et une fois qu'ensuite il est bien solide à l'intérieur, il a plus de sécurité intérieure, il est capable d'aller dormir dans une autre pièce. Dans une autre pièce, et dans le noir. Alors ça, j'apprends quelque chose effectivement pour le noir complet. Je n'avais pas éclairer le couloir, c'est pas une bonne idée si je comprends bien. C'est pour nous qu'on le fait, quoi. C'est pas une bonne idée. D'accord. Et voilà, c'est pour nous. En fait, on le fait pour nous, on le fait pour lui. Ça lui donne un sentiment de contrôle, mais ce sentiment de contrôle altère en réalité son sommeil. Là, il faut regarder les études scientifiques sur la question. Il vaut mieux une toute petite lampe dans le couloir qu'une veilleuse dans la chambre, c'est déjà mieux. Mais on a vu que même de la lumière, la lumière des lampadaires dehors, qu'on voit à travers les rideaux, si on la voit trop, ça aussi, ça perturbe. Donc il suffit de très très peu de luxe pour perturber le sommeil. Alors c'est intéressant que vous parliez de contrôle justement, Isabelle Feuillosa, parce qu'on a parlé du contrôle dans l'autre sens, c'est-à-dire le contrôle des parents sur l'enfant, la volonté de contrôler, donc de garder une espèce de soi-disant posture d'autorité. Marie-Audrey Boissard, est-ce que que fait-on du contrôle dans l'autre sens? Comment ça se met en place, cette histoire de l'enfant? Alors parce qu'on parle de l'enfant Dieu au CEA aujourd'hui, on disait qu'on est passé de l'enfant roi à l'enfant Dieu. C'est pas c'est pas une bonne nouvelle, quoi, non plus, cette histoire. J'imagine que c'est toute une relation à remettre en route, mais que fait-on pour les parents qui nous écoutent? Oui, mais j'ai l'impression c'est trop tard. Mon enfant a pris le contrôle sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment rien n'est jamais trop tard. Allez-y. Non, rien n'est jamais trop tard, puisque c'est à partir de quel moment en fait la relation devient équilibrée. Donc c'est-à-dire qu'il prend le contrôle sur moi, mais de quelle façon, pourquoi, comment? Est-ce que peut-être c'est lui qui décide tout?
J'ai pas l'impression que c'est lui qui décide tout. Ça dépend de l'âge. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de 2-3 ans, il a besoin d'avoir du pouvoir et de la puissance sur son environnement et de savoir qu'il existe différemment de papa et de maman? Ou à 3 ans, il a envie d'expérimenter les choses par lui-même? Mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on apprend, en fait, à faire les choses par soi-même? Et même s'il tombe, c'est après pour devenir un adulte qui va oser entreprendre, oser partir en voyage, c'est un vrai sujet en quête de etc. sens. Faut-il laisser les enfants tomber? Ça, c'est pour moi aussi. Et alors, bref, non mais j'ai fait des progrès, je vous promets. Ni laxisme, ni violence à l'enquête. Dans le sous-titre de votre livre, Isabelle Fillosa, il y a quand même marqué ni laxisme, j'entends. Attention, parce que... Laxisme, tout à fait. Voilà, vous voyez où je veux en venir. C'est important. C'est pour ça que je souligne combien il est nécessaire de faire preuve d'autorité, mais une véritable autorité, une autorité qui est enracinée dans le sentiment de confiance. Et vous parlez des enfants qui prennent le pouvoir sur les parents, et les parents sont démunis. Oui. Ils ont l'impression que les enfants les contrôlent. En fait, ce sont des enfants terrifiés qui deviennent ces enfants tyrans. Un enfant absolument terrifié, il a besoin de contrôler son environnement. Donc plus il a peur, plus il va chercher à contrôler l'environnement. Mais évidemment que c'est pas du tout une bonne idée. Mais il ne s'agit pas de résister à ce moment-là. D'accord. Il s'agit, avec autoritarisme, mais il s'agit de rassurer l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est sa peur? Quelles sont ses peurs? Et certains enfants hypersensibles ont beaucoup plus de peur. On sait aujourd'hui des niveaux d'anxiété peuvent être démentiels quand ils sont mal à l'aise dans leur corps, mal à l'aise dans leur cerveau, quand le cervelet ne se développe pas suffisamment rapidement. Il y a toutes sortes de problématiques aujourd'hui dont on prend de plus en plus conscience qui montrent que les enfants sont extrêmement vulnérables et du coup ils sont pris de cette anxiété qu'ils ne savent pas réguler. Voilà, alors d'où l'intérêt effectivement. Alors je ne sais pas si vous aimez ce mot des limites, mais les limites qui pour nous, enfin depuis le début de ces échanges, voilà ici avec vous trois, c'est la posture de la confiance, quoi, la personne de confiance. Charlotte Witz, pour terminer peut-être, c'est ça, pour reprendre le cas de l'enfant effectivement qui soi-disant prend le contrôle sur ses parents. Oui, et pour continuer ce que disait, sans trahir, je l'espère, Isabelle Fillosa, c'est que lorsque effectivement l'enfant peut éventuellement prendre le contrôle, ça lui arrive, c'est parce qu'il ressent certainement un souci d'insécurité. Donc ça va être de rechercher qu'est-ce qui l'insécurise avec lui, en lui posant des questions à nouveau. Et voilà, et quitte à se faire accompagner pour le coup, parce que quand on en arrive là, j'imagine que quand même là, il faut se faire accompagner soi-même, quitte à le faire avec son enfant, j'imagine, Isabelle Fillosa. On est d'accord. Il y a des personnes comme Charlotte, comme Marie-Audrey, qui peuvent vraiment aider à détecter le problème, parce que surtout quand un enfant est petit, il ne parle pas. Et ce qu'il dit en tout premier, c'est en général ce que le parent attend qu'il dise. Donc, parler, oui, avec son enfant, faire parler l'enfant, oui, bien sûr, mais se faire aider. Le plus souvent, l'enfant, il ne sait même pas exactement pour quelle raison il réagit comme il réagit, et c'est pour ça qu'il nous dit « j'ai peur du noir », et il ne sait pas à l'intérieur. Donc, c'est tout un travail à opérer, effectivement. Merci infiniment Isabelle Fillosa, merci beaucoup à vous, merci Marie-Audrey Boisard, et merci infiniment à vous également Charlotte Wils. Je pense qu'on est armés là, on est armés pour l'hiver, pour le printemps. Merci à vous Marie-Ange. Merci les amis, bonne soirée à tous.